Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la transition, honorables députés, Mesdames et Messieurs, les forces de défense et de sécurité, regroupées au sein du Comité transitoire de restauration des institutions, CTRI, ont pris le pouvoir au Gabon le 30 août 2023. Elles ont d'abord promulgué par ordonnance le 2 septembre 2023 une charte de transition qui a par la suite été modifiée par la loi 1-2023 du 6 octobre 2023 portant révision de la charte de la transition. En application de l'article 50 de cette charte modifiée, le Parlement de la transition adopte le plan d'action et la feuille de route de la transition. Il veille à l'exécution et au suivi et évaluation de la feuille de route de la transition. C'est donc en application de cette disposition de la charte que je me présente devant vous ce jour pour vous présenter la feuille de route qui m'a été donnée et solliciter son adoption. Cette feuille de route retient pour objectif l'amélioration de la gouvernance de l'État après une période de gouvernance approximative et erratique. Elle vise à restaurer la stabilité, la transparence et la responsabilité dans la gestion des affaires courantes publiques. Cette feuille de route sert donc de cadre pour guider le gouvernement de transition dans ses efforts visant à améliorer la gouvernance de l'État, à restaurer la confiance du peuple gabonais et jeter les bases d'un avenir plus stable, transparent et prospère pour la nation. Elle se décline en 6 points en vue de l'amélioration de la gouvernance. En premier lieu, elle se focalise sur la restructuration, la restauration de la stabilité et la confiance et distingue à cet effet la stabilisation politique qui est destinée à promouvoir un environnement politique apaisé en favorisant le dialogue et la réconciliation nationale entre les différents acteurs politiques et sociaux. Ensuite, le rétablissement de la confiance à partir d'actions de communication transparentes entre le gouvernement de transition, les partenaires, la population gabonaise, et en informant régulièrement sur les actions et les réformes en cours. L'amélioration de la gouvernance se concentre ensuite sur la réforme institutionnelle et législative, et elle distingue 2 points. Le premier, c'est la révision constitutionnelle, qui doit être basée sur un processus participatif de révision constitutionnelle pour renforcer les mécanismes de contrôle, de séparation des pouvoirs et de garantie des droits fondamentaux. Le second, c'est la réforme du système judiciaire visant à renforcer l'indépendance et l'efficacité du système judiciaire en garantissant un accès équitable à la justice pour tous les citoyens. Ensuite, la réforme électorale à partir d'un examen et d'une réforme du cadre électoral pour garantir des élections libres et équitables, supervisées par une commission électorale indépendante. L'amélioration de la gouvernance porte ensuite sur la lutte contre la corruption et les malversations par, d'une part, la création d'une commission anticorruption indépendante chargée de lutter contre la corruption et dotée de pouvoirs d'enquête et de sanctions. D'autre part, la transparence financière avec la mise en place des mécanismes de transparence budgétaire, de suivi des dépenses publiques ainsi que des audits réguliers. L'amélioration de la gouvernance porte également sur le développement économique durable par la diversification économique pour réduire la dépendance aux matières premières et encourager la création d'emplois, et par la protection de l'environnement en renforçant les politiques de protection de l'environnement, en particulier pour la préservation des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques. L'amélioration de la gouvernance est en outre recherchée au travers de l'éducation et la sensibilisation.
avec une éducation civique intégrée dans le système éducatif pour sensibiliser les jeunes générations aux principes de la démocratie, des droits de l'homme et de la citoyenneté responsable et permettre, par des campagnes de sensibilisation aux populations, de maîtriser les déterminants de la santé afin de participer à l'amélioration de leur santé. Mais le rôle de l'État est aussi d'encourager le mérite, c'est-à-dire, à ce titre, le gouvernement doit rétablir le versement de l'allocation d'études aux étudiants ayant obtenu des résultats satisfaisants. C'est enfin dans ce registre la formation des fonctionnaires avec des programmes de formation continue pour renforcer leurs compétences en matière de gouvernance et d'éthique. En dernier point, l'amélioration de la gouvernance s'appuie sur un dialogue national et une consultation publique dont l'un se veut inclusif avec la participation de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, pour débattre des réformes nécessaires à la consolidation de la démocratie et de la gouvernance. Et sur la base d'une consultation publique qui implique activement la population dans le processus décisionnel en organisant des consultations publiques sur des questions clés, notamment sur les réformes constitutionnelles et législatives. Ces 6 points couvrent bien les volets politiques, économiques et financiers de toute gouvernance. Les réformes et les actions qu'ils appellent se déclinent comme suit. Au plan des réformes politiques, j'aimerais rappeler le contexte de la feuille de route. L'intervention du CTRI a été provoquée par les désordres observés à l'occasion de la préparation et du déroulement des élections générales couvrant les élections locales, législatives et présidentielles d'août 2023. En réponse à la demande qui lui avait été formulée, que lui avaient formulé différents responsables politiques en vue d'engager des réformes politiques de nature à créer les conditions de scrutin au lendemain apaisé, le gouvernement a organisé une concertation en février 2023 qui a conduit à une nouvelle modification de la Constitution et des lois électorales. Cette réponse a donné lieu à différentes contestations, toutes infructueuses, devant la principale juridiction en matière électorale. À titre d'illustration, et sans être exhaustif, on peut citer la décision numéro 157 de la Cour constitutionnelle du 12 août 2023, tendant à faire déclarer inconstitutionnel le décret numéro 199/PR/MI du 4 août 2023 fixant les modalités de bulletins de vote pour l'élection du président de la République, l'élection des députés à l'Assemblée nationale, l'élection des conseils départementaux et des conseils municipaux. On peut également citer la décision numéro 24/CC du 24 juillet 2023 tentant d'avoir déclaré inconstitutionnelle la loi numéro 033/2023 du 15 juillet 2023 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 796 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections. Finalement, dans la nuit du 30 août, ce qui devait arriver est arrivé et le CTRI est intervenu. Dans un premier temps, celui-ci a décidé de suspendre la proclamation des résultats des élections générales. Puis, il a suspendu les différentes institutions impliquées, telles que le CGE, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il s'est ensuite doté d'une charte, au nom de laquelle nous sommes réunis ce jour. Finalement, il a entrepris de remettre en route les différentes autres institutions de la transition. Permettez-moi maintenant de vous parler du chronogramme de la feuille de route. Depuis le 27 septembre 2023, soit 3 semaines après la mise en place du gouvernement, j'ai animé une conférence de presse au cours de laquelle j'ai présenté la démarche retenue pour préparer les futures étapes. J'ai lancé au début du mois d'octobre, le 3 octobre, un appel à contribution destiné à inviter l'ensemble des Gabonais de tous âges, de toutes les parties du territoire
y compris ceux partis en expatriation, en vue de recenser les diagnostics des uns et des autres et les propositions de solutions aux problèmes de notre pays. Le ministère chargé de la réforme des institutions, qui assure la mise en œuvre quotidienne de cette partie de la feuille de route, a mis en ligne, appuyé par l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, un site internet baptisé Mbova, permettant de recevoir les contributions des uns et des autres où qu'ils se trouvent. Cet appel à contribution a été clôturé le 30 novembre 2023 et à la date du 30 novembre, nous étions à un peu plus de 17 000 contributions qui ont été enregistrées. Leur traitement a commencé. Il consiste, je dois le rappeler, à regrouper pour la fin du mois de janvier 2024 les diagnostics et les propositions de solutions par thème en vue d'identifier les points de divergence qui constitueront par la suite le fond documentaire du dialogue national. Cette dernière pourrait alors se tenir au mois d'avril 2024. Il devrait se terminer par la rédaction des actes qui seront confiés à une commission technique composée d'une partie de parlementaires et de spécialistes du droit constitutionnel, laquelle cette commission donc serait chargée de rédiger un projet de constitution attendu entre la mi-août et la mi-octobre 2024. En première approximation, un référendum pourrait donc être organisé entre novembre et décembre 2024 pour faire adopter cette nouvelle constitution. Dans l'intervalle, le ministère de l'Intérieur s'emploiera à délivrer les nouvelles cartes d'identité nationale qui permettront de procéder à une révision de la liste électorale avant le référendum. Une fois la nouvelle constitution adoptée, 3 ou 4 chantiers seront lancés concernant notamment la nouvelle loi portant disposition commune à toutes les élections politiques, la loi sur le financement des partis politiques, la loi sur la transparence des financements des campagnes électorales et le plafonnement des ressources de campagne, ainsi que la loi éventuellement sur le découpage administratif du pays. C'est au terme de ces différentes étapes qu'interviendraient les élections locales, législatives et présidentielles, selon le format que les uns et les autres auront défini à l'occasion du dialogue national. Ce calendrier prévisionnel a été présenté au médiateur commis par la CEAC pour examiner avec notre pays son retour à sa place au sein des instances de l'Union africaine. Certains voudraient voir ce calendrier ramené à 12 mois. D'autres estiment qu'un tel délai serait trop court. À ce stade, la durée moyenne la plus partagée est de l'ordre de 24 mois. 24 plus ou moins. L'un des enjeux de ces discussions, avec les uns et les autres, autour de ce calendrier de retour à l'ordre constitutionnel, c'est d'éviter ou au moins d'éliminer limiter la prise de sanctions contre notre pays pour que celle-ci ait l'impact le plus faible sur l'évolution de notre situation interne. Je voudrais maintenant vous parler des réformes économiques et financières. En premier lieu, il s'agit pour le Gabon de revenir à sa place dans le Conseil des Nations. La communauté internationale, fidèle à une position de principe, condamne toute prise de pouvoir qui s'écarte des voies électorales démocratiques. Le Gabon s'est donc placé potentiellement sous un régime de sanctions après le 30 août 2023. Je dis bien potentiellement. Le déploiement diplomatique intense du président de la transition a 3 objectifs depuis 3 mois. Il consiste d'abord à expliquer ce qui s'est passé dans notre pays et donc à empêcher l'adoption de telles sanctions ou à tout le moins obtenir leur allègement dans le cas où éventuellement elles seraient prises et enfin à définir avec les uns et les autres le processus qui permettra de les faire lever le plus rapidement possible. Ces démarches concernent en premier lieu la CEAC dont nous sommes membres, organisation sous-régionale qui a mandaté le président de la RCA pour conduire la médiation avec les nouvelles autorités gabonaises.
Elle concerne également d'autres pays comme les États-Unis d'Amérique ou d'autres organisations telles que le Commonwealth avec lesquelles des contacts ont été établis pour expliquer le bien fondé de l'intervention des forces de défense et de sécurité dans le processus de dévolution du pouvoir et les étapes envisagées pour un retour à un ordre constitutionnel conventionnel. Par ailleurs, il est bon de rappeler que bien avant la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, le Gabon avait accumulé d'importants arriérés de paiement vis-à-vis de différentes institutions financières multilatérales et bilatérales. L'appurement d'une partie de ces arriérés a permis de faire lever les mesures de suspension de décaissement qui avaient été prises ici et là en conséquence. Au cours des dernières années, le Gabon a souscrit différents emprunts auprès de nombreuses institutions financières pour financer ses politiques sectorielles. L'appurement des arriérés a donc permis au pays de retrouver de la marge de manœuvre sur un niveau important de financement de ses projets. Les ressources mobilisées et toujours disponibles sont de l'ordre de 432 milliards à décaisser sur la période qui reste à courir pour ces différents projets. Ces ressources sont précieuses dans le cadre du bouclage de nos lois de finances, la loi de finances de 2024 qui va arriver et des autres lois de finances à venir. Je rappelle que c'est avec de telles ressources qu'on a pu financer, par exemple, le projet intégré d'alimentation en eau potable, le projet PIEPAL, le projet de renforcement des capacités pour l'employabilité des jeunes et la protection sociale, le projet d'appui au secteur des infrastructures au Gabon, pour ne citer que quelques exemples. Je voudrais maintenant vous parler de quelques politiques sectorielles. Bien que le calendrier politique soit de toute première importance, les autres aspects de la vie économique et sociale du pays constituent aussi une préoccupation constante. La feuille de route a notamment listé le fonctionnement de la justice, la lutte contre la corruption, la transparence budgétaire, la diversification de l'économie, la protection de l'environnement, l'éducation civique et la formation des fonctionnaires. En matière de justice et de lutte contre la corruption, il me plaît de rappeler que le ministère de la Justice, après avoir trouvé une issue à sa longue grève des magistrats, a procédé au mouvement habituel de ses personnels. Il a par ailleurs organisé le premier symposium de la justice qui a réuni les magistrats de toutes les juridictions et de toutes les provinces pour débattre de son fonctionnement ainsi que de la corruption. Il faut espérer que les conclusions de ces symposiums contribueront à un renouveau des habitudes et des pratiques de notre justice et j'ai cru comprendre que les conclusions seront versées au débat du dialogue national. Sur la transparence budgétaire, la gestion des finances publiques s'est caractérisée par d'importants dysfonctionnements ces dernières années. En premier lieu, et de longue date, toutes les recettes attendues de l'État ne sont pas allées à une caisse commune. De même, un volume croissant de dépenses hors budget a fait systématiquement son apparition dans les livres de l'État. De telles pratiques se sont faites au détriment des dépenses régulièrement votées, entraînant une dette intérieure préjudiciable aux opérateurs économiques locaux. L'organisation de la collecte des recettes et la programmation des dépenses fera donc l'objet d'une attention particulière pour en accroître la visibilité. S'agissant de la diversification de l'économie, sur le plan économique, les discussions ont été relancées avec le groupe de la Banque mondiale ainsi qu'avec le FMI et la BAD. Elles ont permis de recevoir dès la mi-octobre une mission de la Banque mondiale et de projeter pour le début de l'année 2024 une revue avec le FMI au titre de l'article 4. De même, les discussions ont eu lieu avec la BAD qui ont abouti le 27 novembre dernier à la levée de la mesure de suspension des décaissements. Le président de la transition, le président de la République, multiplie par ailleurs les contacts pour attirer des investisseurs dans différents domaines. On relève d'ores et déjà les premières expéditions du fer de Belinga, dont l'exploitation à l'échelle industrielle pourrait changer significativement les perspectives économiques, non seulement de la province de Ouévindo, mais celles de l'ensemble du pays. En ce qui concerne la protection de l'environnement, le Gabon continuera à accorder une grande importance au problème de l'environnement. Il a réaffirmé
par la voix du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui, à l'occasion du sommet sur le bassin du Congo à Brazzaville, mais également récemment à Dubaï, à l'occasion des réunions de la COP 28. Pour ce qui est de la formation des fonctionnaires, la remise à niveau des fonctionnaires constituera une composante importante de l'action future. Il s'agira pour certains de mettre à jour leurs connaissances, aussi bien en matière de nouvelles technologies, notamment en lien avec le numérique, que de revoir les autres aspects de la conduite de leur dossier. Pour les autres politiques sectorielles, le gouvernement s'emploiera à apporter des réponses aux préoccupations et aux attentes des populations en mettant en œuvre des projets prioritaires sectoriels dans le domaine de l'agriculture, de la santé, de l'énergie, de l'éducation de base, des transports, et un effort conséquent sera fait en ce qui concerne le renforcement des capacités des agents publics dans ce domaine. S'agissant de l'éducation et de la formation, le système éducatif nécessite de fortes réformes et une accélération de la mise en œuvre des chantiers en cours dans l'éducation nationale, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Concernant précisément l'éducation nationale et la formation professionnelle, les aspects de gouvernance seront améliorés, les programmes de remise à niveau, d'extension, d'achèvement, de réhabilitation et de transformation des infrastructures scolaires se poursuivront en collaboration avec les bailleurs de fonds. Ils porteront aussi sur l'équipement des salles de classe en tableaux blancs, chaises, placards, bureaux, ainsi qu'en aménagement de salles spécialisées dans les établissements scolaires, tels que les laboratoires, les salles multimédia, etc. Elle portera également sur la poursuite de l'équipement des internats, la sécurisation des établissements scolaires par l'installation de vidéosurveillance compte tenu des agressions qui se multiplient dans les établissements scolaires. Par ailleurs, des assises de la formation professionnelle et de l'enseignement technique et professionnel seront organisées. De même, le dialogue avec les opérateurs économiques sera intensifié pour leur plus grande implication dans le système de formation professionnelle. Concernant l'enseignement supérieur, le gouvernement mettra l'accent sur l'achèvement des bâtiments et autres projets en cours, tels que l'Université de Port-Gentil et l'Université de Libreville-Nord, ainsi que la réhabilitation des universités et grandes écoles afin d'améliorer les conditions d'accès des étudiants et les capacités d'accueil. Il s'agira notamment d'achever la construction de l'Université d'Akanda, du Centre universitaire de Port-Gentil, pour offrir 15 000 places supplémentaires aux étudiants. En sus de ces projets d'infrastructure, l'enseignement supérieur sera réorganisé pour évoluer et devenir plus productif, notamment en réformant sa gouvernance et en redynamisant la gestion de ses personnels, en renforçant la gestion des universités et grandes écoles par objectif avec l'optimisation du contrat annuel de performance et en recrutant de nouveaux enseignants-chercheurs sur les 3 prochaines années. En matière de santé, dans le secteur de la santé, le gouvernement entend poursuivre les réformes juridiques avec notamment la prise de textes nécessaires à la bonne exécution de la santé publique. Sur le plan préventif, il relancera les bases épidémiologiques qui assurent la veille dans les régions sanitaires et qui sont aux premières loges lors des opérations de riposte en cas de survenance de grandes endémies. Il s'agirait également de continuer à progresser dans la couverture vaccinale du pays en renforçant le fonctionnement du programme élargi de vaccination ainsi que celui des autres programmes de santé publique assurant la prévention de maladies en tout genre. Au plan curatif, le gouvernement compte actualiser la carte sanitaire du pays pour optimiser le dispositif de santé et garantir une offre de soins à partir de la case de santé qui sera gérée par les agents de santé communautaires formés parmi les personnels choisis au plus près des lieux d'intervention. La formation des personnels de santé ne sera pas en reste. Elle constitue un autre objectif prioritaire du gouvernement. Il s'agira entre autres de rendre disponibles sur le territoire national des formations de pointe en mettant à contribution les universités et instituts de formation sanitaire. Il faudra à cet effet
ouvrir des cycles de formation spécialisés dans les écoles existantes et par la suite, éventuellement, ouvrir des écoles spécialisées. Cela permettra de former localement des agents de santé communautaires qui assureront les relais de premiers soins dans les différents niveaux de la pyramide sanitaire. Pour ce qui est des nouvelles technologies d'information et de communication, 5 enjeux majeurs pour relever le défi du développement de l'économie numérique. En premier lieu, placer l'homme au centre de la transformation de notre pays en le valorisant. Améliorer les services de presse du Gabon et assurer la circulation de l'information fiable. Placer le numérique au centre de la transformation socio-économique. Assurer la souveraineté de notre pays par le stockage, le traitement et la sécurisation de nos données stratégiques. Pour faire face aux 5 enjeux majeurs, il est envisagé des projets structurants et des activités phares dans ce secteur, notamment dans le périmètre de la communication, la révision du Code de la communication, la liquidation définitive du dossier Africa numéro 1, la réfection et les équipements des stations de radio provinciales, l'installation des radios communautaires, la formation et la professionnalisation des professionnels de la presse. Dans le périmètre numérique, la construction d'un data center, l'atterrissage du câble 2 Africa, le démarrage du projet de digitalisation de l'administration, le démarrage de l'identification unique pour les populations pour faciliter les démarches des citoyens et enfin le raccordement de toute l'administration à la fibre optique et interconnexion des administrations et des foyers. Dans le secteur de l'énergie et des ressources hydrauliques, j'ai déjà indiqué les activités du projet PIEPAL, programme intégré pour l'alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Libreville, lancé officiellement le 25 novembre 2019, seront poursuivis au cours de l'année 2024 pour améliorer leur taux d'exécution. Les projets des entités sous tutelle, que sont la SEG, le Conseil national de l'eau et de l'électricité, dans le but de réduire d'une part le stress hydrique auquel les populations sont confrontées, d'autre part les travaux d'extension des réseaux électriques, seront poursuivis sur d'autres sites et territoires de la République. Il n'est pas sans intérêt de rappeler que la mise en œuvre d'une feuille de route est comparable à celle d'un véhicule. Avant de le mettre en mouvement, il faut vérifier l'état de ses roues, du carburant, de la batterie, etc. Si l'une de ces vérifications est bâclée, même neuf, ce véhicule peut se trouver en rade au bord de la route. Les usagers se montrent généralement impatients et même agacés par ces vérifications. Elles n'en sont pas moins utiles et tout simplement salutaires. C'est précisément l'objet de l'état des lieux que nous avons réalisé pendant les 2 premiers mois et demi pendant lesquels nous venons de gérer le pays. C'est donc, honorables députés, mesdames, messieurs, à l'exercice de présentation et d'explication des conditions de soutenabilité de cette feuille de route et sa mise en œuvre que je suis venu me livrer cet après-midi. Même si je ne viens pas solliciter un vote de confiance compte tenu du contexte, j'espère tout de même, à la fin de cet exercice démocratique, obtenir votre soutien. Non pas parce que nous avons le même avis sur tout, et que ce n'est pas le cas, mais parce qu'en premier lieu, nous avons encore, je l'espère, la perspective d'une conscience commune, du sentiment d'une chose commune à partager. Ensuite, parce que le bien fondé de notre factuel, le bien fondé de cette œuvre, est d'améliorer notre métabolisme politique, social et moral, pour fonder l'égalité et la liberté, en tant qu'horizon normatif, pour transformer profondément le fonctionnement de nos institutions à venir, pour qu'elles soient structurellement indépendantes, réactives et représentatives, et qu'elles rendent des comptes, améliorant ainsi leur intégrité et leur légitimité. Parce que, enfin, et c'est peut-être notre chance, il n'existe pas dans les colonnes de votre Assemblée des regroupements sur la base de considérations purement politiciennes, partisanes ou militantes. Je crois à la sérénité républicaine. Nous n'avons pas d'autre choix que de travailler ensemble, en débattant librement pour redresser notre pays au cours des semaines, des mois à venir, dans une attitude commune et consensuelle pour susciter auprès de nos concitoyens
un climat de confiance qui est un des moteurs importants de l'économie et de la vie. Tel est, à ce stade, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la transition, honorables députés, Mesdames et Messieurs, la déclinaison des actions en cours et à venir pour mettre en œuvre la feuille de route. Je vous remercie.